C'est l'heure du journal, je vous en rappelle quelques titres. La feria, c'est bel et bien terminé. On reviendra sur la dernière corrida avec le mano à mano de Sébastien Castella. La Roussataille, mais aussi le G4 avec la fusion des hôpitaux Nîmes, Montpellier, Marseille, Nice, afin d'optimiser les objectifs en matière de recherche. Réaction aussi de Jean-Louis Gazot ainsi que de Jean-Michel Cavalier en raison du maintien de Nîmes Olympique en Ligue 2. Et on les félicite. On parlera aussi, bien entendu, du RSA, le revenu solidarité active. Et ce soir, le journal vous est présenté par Paul Moffen. Bonsoir Paul, qu'on applaudit. Allez Paul. Bonsoir Frédéric, bonsoir tout le monde. Vous avez passé une bonne feria? Ça a été plutôt pas mal, oui. Ça a été plutôt mal. C'est la première fois que vous la faites? Oh non, la deuxième fois. La deuxième fois. Bon, ben, il y aura une troisième et une quatrième, et peut-être avec nous, j'espère. On ne parle plus du RMI, mais on dit RSA. Excite donc le RMI, le revenu minimum d'insertion, est placé aujourd'hui au revenu de solidarité active, comme son nom l'indique, dont c'était aujourd'hui la mise en place partout en France. Comment ça marche et quels sont les objectifs du dispositif? Nicolas Pinchino et Arnaud Rondan nous éclairent. Adieu, le RMI, place au RSA. Depuis le 1er juin 2009, le revenu de solidarité active est de vigueur. Pour les anciens RMistes, pas de changement, mais pour les autres, il faut quand même se renseigner. On a la possibilité sur Internet de faire des simulations pour voir justement si on entre dans le cadre du RSA. Et il faut bien sûr venir à la CAF pour les renseignements complémentaires, mais on peut aller aussi dans les CCAS, on peut aller dans les CMS du Conseil général, les centres médico-sociaux du Conseil général, où ils ont le même dispositif que nous. L'objectif de ce revenu est d'accompagner socialement et financièrement des personnes ayant peu, voire pas de ressources. À Nîmes, 11 personnes ont été employées par le centre CAF afin de répondre aux questions les plus courantes. Comment ça fonctionne le RSA, si elles vont y avoir droit ou pas et combien. Et après, ils repartent comment? Ça dépend du résultat, de la simulation. Si le résultat est positif, généralement, ils sont contents. Et après, du montant aussi, bien sûr. Et quand c'est négatif, souvent, ils râlent. Vous faites la simulation, vous aidez les gens à faire la simulation. C'est la même que tout le monde peut faire à la maison, en fait, sur Internet? Oui, c'est strictement la même, seulement là, on est là pour les aider à remplir et à additionner les chiffres. Ce matin, ils étaient nombreux à se présenter au guichet prévu pour l'événement. La CAF a estimé à 50 000 le nombre de personnes pouvant bénéficier du RSA dans le Gard. Pour le moment, seuls 1700 dossiers ont déjà été déposés. On connaît le G20 et maintenant c'est le G4 Sud-Méditerranée. Mais attention, ça n'a rien à voir. Exactement, ça n'a rien à voir. Il s'agit du regroupement interrégional des CHU de Nîmes, Montpellier, Marseille et Nice. La nouveauté, c'est qu'il se dote d'un organe de gouvernance, ce qu'il n'avait pas avant. Objectif, redynamiser les missions de l'hôpital dans l'intérêt des patients, regrouper les filières et revitaliser la recherche. Les directeurs des différents sites ont officialisé le protocole au CHU de Nîmes en début d'après-midi. Jonathan Do. Dorénavant, les CHU de Nîmes, Montpellier, Marseille et Nice, appelés G4 pour les initiés, pourront coopérer, et ce dans l'intérêt général des patients. Un nouveau pas est donc franchi avec la création d'une structure juridique inexistante encore il y a quelques semaines. Emmanuel Bouvier-Muller, directeur général du CHU de Nice, résume les objectifs de l'association. Grouper 4 CHU sur un arc méditerranéen qui va de Perpignan jusqu'à Menton, c'est un élément important qui permet à ces CHU de répondre différemment car de façon structurée à ce type de grands enjeux qui vont se poser à nous. Les objectifs concrètement? Alors, soins, enseignement, recherche. Alors la recherche, j'en ai parlé un peu, mais aujourd'hui on a de nombreuses plateformes, des plateformes dédiées à certains types de recherche qui sont peut-être pas encore suffisamment coordonnées par rapport à ce qu'elles pourraient être de façon à développer tout leur potentiel. Fini le temps où le chercheur travaillait seul dans son bunker. Un maître mot, équipe. Je pense que le temps où chaque chercheur travaillait sur sa paillasse dans son coin est terminé et que nous devons tous collaborer dans des systèmes de réseau, mettre en commun notre capital à la fois technique, individuel, intellectuel et coopérer dans des protocoles de recherche. La première assemblée générale du G4 aura lieu en octobre à Marseille, à l'hôpital de la Timone. La feria s'est terminée hier soir, Paul. Oui, c'est terminé. C'était une corrida. On verse quelques larmes de crocodile parce qu'il faut attendre un an. Oui, beaucoup vont pleurer. C'était une corrida. Septembre aussi, la feria de septembre.
Ah. Et pourquoi pas, il y a toujours un mois pour faire la fête ici, c'est ça qui est bien, c'est ça que j'aime dans le Gard. Allez, je vous coupe plus, on continue. Allez, oui, parce que là, ça devient pénible. Ah, Non, mais merci. je blague, évidemment. Ah, je me suis fait casser en direct là. Merci. Qui aime bien châtie bien, Frédéric. C'était une corrida mano à mano face au bétail de Domingo Hernandez. 6 oreilles au total, 4 pour Castella, qui a ouvert la porte des consuls pour la deuxième fois dans cette feria. Miguel Ángel Pereira, lui, n'a obtenu que 2 trophées. Dans la matinée, la corrida équestre a été marquée par le triomphe d'Andy Cartagena, qui a coupé les 2 oreilles de son adversaire de Fermín Bohorquez. On verra évidemment toutes les images demain et dans Tendido Sud. Présenté par Christophe Chez, bien entendu. Une feria à Nîmes sans roustaille, c'est comme une piscine sans eau. Hier, c'était le traditionnel défilé de chevaux dans la ville et autour des allées. Un rituel qui, comme d'habitude, a fait des heureux. Arrêt sur image avec Alain Bonnet. Là de la liesse populaire, la part belle aux traditions. C'était le cas ce lundi de Pentecôte avec la traditionnelle roussataille, belle vague blanche qui serpenta sur les allées. Mais au fait, qu'est-ce que la roussataille? La roussataille, c'est la transhumance des juments. C'est une pratique d'élevage pour déplacer les troupeaux d'un pré à un autre. Et ça a été amené en ville, un spectacle et dans différentes situations pour agrémenter les fêtes, etc. Aujourd'hui, c'est un événement parce qu'il y a 500 juments, poulains et cavaliers. Et c'est la première fois qu'il y a autant d'animaux déplacés. Donc c'est un bel événement, c'est une belle vague blanche. Comme les ferrades et les abrivades, la roussataille, fruit du travail naturel des manades, devint vite un spectacle, mais qui ne remonte pas si loin tout compte fait. Quelque chose qui est relativement récent, qui a une quinzaine d'années au niveau public. Et non, les gens le découvrent. Mais c'est toujours un joli spectacle avec les poulains qui sont jeunes. C'est toujours un spectacle agrémenté, et notamment au niveau des conditions de sécurité, c'est assez simple. Donc c'est toujours agréable pour les municipalités de ne pas avoir de soucis. Pour faire une belle roussataille, quels doivent être les participants pour que la tradition soit vraiment respectée? Alors ce sont que des juments qui participent à la roussataille et des poulains, c'est ça? Oui, là c'est une véritable roussataille, ce sont que des juments poulinières et leurs petits. Ainsi, pendant plus d'une demi-heure, quelques 500 chevaux répartis sur une dizaine de manades défilèrent en bon ordre tout autour de la ville sous les applaudissements nourris des spectateurs, ponctués de hennissements de juments, que des poulains gourmands venaient téter régulièrement. Une belle manifestation empreinte de tradition qui sonna à la fin des festivités avec brio de cette belle feria 2009. De bien beaux chevaux, de belles images, de beaux plans. Alors vous l'avez compris, je viens d'être, on va dire, vu. Je ne suis pas gardois, c'est roussataille et pas roustaille. Autant pour moi si j'ai choqué ou heurté les sensibilités de certains. Bah, on lui pardonne dans le public quand même. Oui. Voilà, ouais, merci. Allez, après la roussataille, un petit plongeon dans les joutes des jardins de la Fontaine. Oui, et on se serait cru à Interville, mais sans Guy Lux. Des écoles de joutes se sont affrontées sur le plan d'eau, et ce au plus grand bonheur des Nîmois. Et ça rien, Régis. Des écoles du Gros du Roi et des professionnels de Sète avaient fait le déplacement, le tout sur fond de musique traditionnelle, un jour de Pentecôte. Histoire, explication technique avec maître Alain Bonnet. Il est très tôt ce lundi matin et les jardins de la Fontaine sortent de leur torpeur. Si les quais sont encore vides, dans quelques heures, il en sera tout autrement. Les barques Gros-Laine, à peine débarquées, voilà que déjà quelques habitués arrivent sur les quais pour être aux premières loges pour les traditionnelles joutes de la feria. Depuis quelle heure vous êtes là? Depuis maintenant 20 minutes. Comme toutes les années, oui, il vaut mieux avoir une bonne place parce que sinon il y a trop de monde après. Oui, ça me plaît, c'est intéressant, c'est à voir. Le hautbois et le tambour viennent d'arriver et leur rôle est prépondérant. Nous sommes les hautbois et les tambours qui accompagnent normalement les jouteurs dans tous les tournois. Nous sommes en bout de barque et nous donnons le rythme aux rameurs afin que les joutes se déroulent dans la tradition, quoi. Je dirais même on est les mieux placés pour voir les jouteurs en face. Franchement, on est mieux placés que le jury même. Quant aux sapeurs-pompiers et les plongeurs, ils sont bien sûr présents en cas de problème et pour repêcher les perdants au sens propre du terme. Il faut bien, si on veut que la manifestation se déroule sans aucun souci, donc on est là pour assurer la sécurité, en espérant que comme tous les ans, tout se passe très bien. On fait partie du protocole et nous aussi on est dans l'ambiance, tout se passe très bien. On essaie d'être un petit peu sur tous les fronts
Voilà, pour des belles journées comme ça, avec des animations aussi importantes que les joutes. Les barques Grolen viennent de s'élancer. Elles font de l'eau à présent, rythmées par le hautbois et le tambour. Cette année, vainqueur chez les ados Yo-Yo Vallès et Aurélien Evangelisti chez les adultes. C'est toujours sympa de venir jouer ici. Il y avait un bon petit tournoi. Bon, je gagne pour la 4e fois, c'est toujours bien. Ça démarre. C'est un bon galop d'essai pour la saison. Même si la joute reste particulièrement difficile dans ces bassins, l'an prochain, Aurélien reviendra pour donner du bonheur au public chaleureux, venu applaudir ces chevaliers des temps modernes. Que de sport. Frédéric, on m'a dit que lors d'une joute, vous êtes tombé à l'eau, c'est vrai? Alors, je sais très mal nager, parce que j'ai demandé tout à l'heure à Monique s'il y avait des cours de natation chez le CADREF. Donc, avant que je fasse les joutes, à mon avis, il va en passer de l'eau sous les ponts. Donc, c'était une rumeur. Oui, mais une grosse rumeur. Hein. Bon, trêve de plaisanterie. La feria, c'est du plaisir, certes, mais au Costières, c'est aussi de la prévention routière. Élodie Bousquet et Théo Corbucci. Dimanche 23h au stade des Costières, la nuit ne fait que commencer. Cette année, les navettes gratuites de la feria ont accueilli plus de 40 000 passagers. Sur place, des tonnelles accueillantes ont été installées. À l'intérieur, des cafés gratuits, des biscuits et des éthylotests. On écoute, on renseigne et on rassure. Pour ce week-end particulièrement alcoolisé, pas de répression, seulement de la prévention. La première chose qu'on fait, déjà, c'est de les inviter à aller sur le stand d'à côté qui est tenu par la prévention routière. Et eux ont un système qui, nous, on leur dit ils sont alcoolisés et eux vont mesurer leur taux. Et vont ensuite leur demander de rester 1 heure, 2 heures en attente ici. Donc ils prennent un café, ils mangent et comme ça ils attendent et ils ne prennent pas le volant alcoolisé. Toutefois, si vraiment ils sont trop alcoolisés, ils peuvent rester sur place. Hein. On les invite à dormir dans leur voiture. Mais c'est ce qu'ils font vraiment naturellement. Hein. Ils le disent vraiment tout seuls. Hein. Au stand d'en face, on se relaie et on explique les dangers d'une conduite en état d'ivresse. Pas de confiscation de clés, mais un discours pédagogue qui incite à rester quelques heures en zone de dégrisement. On les prévient tout d'abord du risque, déjà de tuer leurs camarades ou de tuer la personne qui arrive en face. Et on leur explique aussi les risques qu'ils encourent auprès de la gendarmerie, des policiers. Un dispositif gagnant puisque seul un cas d'ivresse majeur a été déploré aux abords des Costières cette année. Football maintenant, le Nîmes Olympique se maintient en Ligue 2. Ça, c'est une bonne nouvelle. Très bonne nouvelle et cardiaque s'abstenir. Les Crocons battus Brest 2-1 à l'extérieur pour le compte de la 38e et dernière journée du championnat de France de Ligue 2. Début signé Robert Malm, s'il vous plaît. Nîmes termine donc 17e sur les chapeaux de roue avec 44 points. Descendent Amiens 43 points, 3 38 points et Reims, lanterne rouge avec 36 points. Les Crocos sont venus, vous le savez, sur le plateau exprimer leur joie. On écoute le patron du club qui revient sur l'année et qui se projette aussi pour l'année prochaine avec une info. Jean-Michel Cavalli rempile pour 3 ans. Nicolas Fabre. C'est une première, puisqu'effectivement, que ce soit en Ligue 1 ou Ligue 2, jamais un club qui avait 15 points à la fin des matchs allés ne s'était maintenu. Voilà, maintenant ce n'est pas que le hasard, parce que, rappelez-vous, au mois de décembre, on avait 2 solutions, soit d'essayer de tout faire pour se maintenir, ou soit garder l'argent pour remonter le plus rapidement possible. Donc, même à 13 points, on y a cru. On a fait un effort de recrutement important. Il y a eu l'arrivée de Jean-Michel Cavalli, mais de 5 joueurs. Il y a eu donc un investissement, comme une masse salariale de 500 000 € qui a été investi supplémentaire pour ces 6 mois. Et puis on y a toujours cru, on a été très soudés en interne. C'est une saison où l'on veut bâtir, où on veut se projeter sur l'avenir. Donc ça a été un peu rendu public. Donc il y a une prolongation de Jean-Michel Cavalli, donc qui aura 3 ans pour travailler, parce qu'on a voulu s'inscrire l'un et l'autre dans la continuité, dans des objectifs qu'on va vous développer soit en fin de semaine, soit en début de semaine prochaine,
nouveau mode de fonctionnement. Parce que personnellement, je ne veux pas revivre aussi ce que j'ai vécu que cette saison. Et si on n'a pas effectivement cette volonté de bâtir et surtout la possibilité de le faire, bon, moi ça ne m'intéresse pas de continuer pour gérer une équipe le jour le jour. Il faut que Nîmes Olympique en Ligue 2 ait pour objectif d'aller plus loin, y mettre le temps, mais surtout se donner des structures pour pouvoir effectivement, si un jour on y arrive, pouvoir pérenniser aussi en division supérieure. Se donner donc les structures pour monter peut-être en Ligue 1, vous avez entendu. Il n'y a pas que Jean-Michel Cavalli et Jean-Louis Gazot qui sont aux anges quand même. Les supporters, mais Jean-Michel Cavalli, lui, est plutôt aux anges. Il reste à Nîmes Olympique. L'entraîneur fait l'éloge de ses joueurs et du club. Il revient aussi sur sa stratégie et ses choix. Une occasion pour lui de les justifier. Maintenant, il ne faut plus vivre avec le passé, il faut vivre avec le présent et le futur. Le travail, ça a été l'union, à travers ceux qui se reconnaîtront, et le public. Je retiens deux choses sur le plan personnel. J'ai dit que Nîmes Olympique avait écrit encore une nouvelle fois l'histoire du football français, puisqu'il a gravé sur le marbre son nom et ceux qui ont participé. Parce qu'aujourd'hui, pour faire mieux que ça, il va falloir avoir 9 points et en faire 45. On s'est mis d'accord sur une durée de 3 ans parce que je dis que sur la durée dans ce club il y a des choses à faire. Bon, je pense qu'il y aura une conférence de presse qui sera faite par lui-même. Moi, ce que je tiens surtout à dire, c'est que maintenant il va falloir garder toute la lucidité pour savoir qu'on aura encore une année pour pérenniser les choses et puis après le reste suivra. Mais ce qui est le plus important, c'est qu'on puisse continuer l'aventure ensemble et je pense que le président ensuite parlera des objectifs que l'on va mettre en place les uns et les autres pour arriver à progresser dans ce club. Ce qu'il faut retenir surtout, je pense que Nîmes Olympique était à la croisée des chemins. La performance est non seulement émotionnelle, mais en plus c'est une performance très très importante pour l'avenir du football à Nîmes. Parce qu'en basculant de nouveau en national, je pense que ça aurait pu être très très compliqué. Surtout ne pas refaire les mêmes erreurs que cette année, c'est le message. On se frotte déjà les mains en pensant au derby l'AC Arles contre le Nîmes Olympique, une affiche alléchante. Monte en Ligue 1, résumé les nominés Montpellier, l'étonnante équipe de Boulogne-sur-Mer et Strasbourg. Ce soir dans Croco Hebdo, des images sur Brest-Nîmes, un retour sur leur exploit et pour le direct, on vous retransmettra le match Nîmes-Montpellier. Votre cœur, Frédéric, va-t-il plus pencher pour l'AC Arles ou pour les Crocos? Joker. Ah. Voilà ma réponse. Elle est excellente. Eh bien oui, c'est la réponse de journaliste. Vous ne vous mouillez pas. On a envie de se mouiller. Voilà, hein, on a dit le mot ensemble. On continue avec d'autres informations et Roland Garros, il n'y a plus de Française malheureusement. C'est terminé pour Virginie Razzano hier. La Nîmoise a été battue sèchement en 8e de finale par Samantha Saussure sur le score de 6-1, 6-2. C'est la première fois que Virginie Razzano a noté, atteint un 8e de finale à Roland Garros. Par cette perf, elle devrait rejoindre les 20 premières meilleures joueuses au monde. Elle ne rentre donc pas bredouille. En handball, sur le plan sportif, en tout cas, l'USAM ne descend pas en D2. Vendredi dernier, dans le cadre de la 26e et dernière journée du Chemin de France, les Gardois ont battu à plat de couture Créteil, 8e, 23 points, 25 à 12 au Parnasse. Les Gardois, 21 points, terminent donc 10e derrière Aurillac au goal-average. Quant à l'avenir du club et son éventuelle rétrogradation en D2, vous le savez, pour sa mauvaise gestion sous l'ancienne présidence, tout va se jouer dans les coulisses. Montpellier, lui, est champion de France. Paris, Handball et Célestat descendent. D'autres informations, Paul? Non, pas pour l'instant. Merci pour ce JT. Et puis on vous applaudit parce que vous avez été formidable ce soir. Merci, n'en rajoutez pas. Allez, dans quelques secondes, le carrousel, suivi à 21h, bien sûr, comme vous l'a dit Paul, Croco Hebdo. On reviendra sur le match Brest-Nîmes. Et à 22h, la rediffusion du match Nîmes face à Montpellier. Merci de votre fidélité et à demain pour une autre émission. Au revoir.